On s'est vu donc plusieurs fois, et puis là on a fait une première vidéo, et aujourd'hui on va continuer donc ces épisodes où il y a beaucoup de choses à dire. On est dans le deuxième épisode où on va parler d'histoire, de décolonisation, de réforme institutionnelle. Ce monde se perd, ce monde est perdu même, tu as dit la dernière fois. Il faut le refaire. Pourquoi est-ce qu'il est perdu et comment le refaire? C'est ça qu'on va voir avec toi. Comment tu veux commencer ce deuxième épisode? Alors, donc 1985, je ne suis pas encore avocat. Je vais le devenir en 89. Et mes diplômes sont curieusement des diplômes de droit international. Je sais que les apparences seront importantes dans la société et il me faut des diplômes de 3e cycle avec des mentions. Et je vais à la facilité et je choisis un diplôme avec Guy Feuilleur, qui est professeur de droit international à Paris 5. Et donc, je vais aller dans cette direction uniquement par intérêt diplômant. Mais en réalité, ça va bien me servir plus tard. Et dès 89, je prête serment, mais je sais qu'il y a 3 niveaux de compréhension du droit. Il y a le droit que les citoyens connaissent et subissent. Il y a le droit qui encadre ces règles, c'est le droit constitutionnel. Et puis, au-dessus du droit constitutionnel se trouve le droit international, les engagements que les peuples combinent les uns avec les autres. Et étant juriste français, je suis étonné par une particularité du droit français qui est l'article 55 de la Constitution française. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les conventions et traités internationaux régulièrement entrés en vigueur ont une valeur supérieure aux lois et règlements. Ça crée un conflit, ça ? Alors, non, ça crée un conflit en ce sens que le conflit est censé être réglé, puisqu'il est dit dans la Constitution française en vigueur que les traités internationaux l'emportent sur les lois. En clair, si la France s'engage par un traité ou une convention internationale, elle fait son affaire de transposer et de mettre en adéquation et d'enlever ou de corriger les lois et règlements qui viennent en contradiction avec cette nouvelle engagement au niveau international pris par la France. Donc, on croit que c'est réglé. On croit que, finalement, la hiérarchie des normes est logique. Les lois françaises sont encadrées par la Constitution, et la Constitution dit que les traités internationaux l'emportent sur la réglementation interne. C'est faux. C'est un faux ami. Puisque l'article 55 n'arrive qu'à la 55e position des articles de la Constitution en vigueur, et que c'est donc la Constitution qui organise la supériorité des conventions internationales sur les traités et lois françaises. Et c'est la Constitution qui le dit. Comme c'est la Constitution qui le dit, en réalité, l'article 55 démontre l'infraconstitutionnalité du droit international. C'est la Constitution française qui place le droit international au-dessus des lois et règlements, mais en dessous de la Constitution. Ah, c'est une particularité. Alors, pour ceux qui aiment l'histoire ou les religions, c'est la France, son peuple, c'est le souverain peuple souverain. Voilà. Puisque le roi exerce ses prérogatives potestatrices issues du peuple. D'accord ? Donc c'est une particularité de la France qu'on retrouve dans l'article 55 de la Constitution. Et en France, ce qui est au-dessus des traités internationaux, c'est la Constitution.
Voilà. Donc si vous réussissez à pervertir ou à corrompre le Conseil constitutionnel, c'est fini. Les protections institutionnelles et juridiques, l'écrin des droits fondamentaux de la France et des Français, et par voie de conséquence du reste du monde, puisque quand même ce qui se passe en France est quand même observé et analysé. Lorsqu'il y a des violations manifestes du droit international sur le territoire français, ça a quand même davantage d'écho qu'ailleurs. Eh bien non, la France, rien n'est au-dessus du droit français. C'est l'article 55 de la Constitution en vigueur. C'est la Constitution qui l'emporte sur les traités internationaux. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je découvre en 89. Et puis ensuite, surtout, je l'étudie à partir de l'an 2000, parce que cet article 55 qui n'est pas vraiment expliqué ou montré à quel point il est important d'un point de vue symbolique, c'est amusant parce que le palais de l'Élysée est situé au 55 boulevard Saint-Honoré. Donc je ne peux pas imaginer que les rédacteurs de la Constitution de 58 n'aient pas compris que l'importance à la fois symbolique et de petits clins d'œil, parce que quand on rédige des traités ou des contrats, c'est toujours très embêtant, et on a toujours, quand on arrive aux chiffres importants, on a quand même un petit clin d'œil qui est fait. Alors donc les prérogatives du président de la République en France, c'est les articles 5 et 55, c'est les deux qui définissent les prérogatives du roi élu pour 5 ans. Et quand on parle de la France, c'est pas toujours très clair. Il y a ce territoire éparpillé dont tu parlais tout à l'heure. Il y a ce principe de colonie, de décolonisation. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça sur la France et ses colonies? Alors, on peut dire que l'ONU, c'est-à-dire l'ordre international, régi par une charte auquel ont adhéré 193, bientôt 194 États. Cette charte définit dans son article 1 et 2 qu'elle est une organisation de paix et de décolonisation. Ça, il faut le comprendre. Mais nous sommes en 2025, c'est-à-dire nous sommes 80 ans plus tard. Mais il faut comprendre. La première erreur, c'est mon professeur de droit de Fontette, historien du droit, disait la première erreur d'un historien, c'est de ne pas se replacer à l'époque qu'il étudie. Ça fait partir les guerriers de la guerre de 30 ans en chantant à tue-tête « Nous sommes les guerriers courageux qui partons pour la guerre de 30 ans », alors que quand ils sont partis, ils ne savaient pas pour combien de temps ils partiraient. Voilà. Et donc, on doit comprendre qu'en 1945, d'abord, c'est la fin de la guerre, que cette Deuxième Guerre mondiale, c'est une guerre de conquête territoriale. L'expansion territoriale du Troisième Reich et de l'Empire japonais. Et de l'Empire colonial italien de Mussolini, dans la Corne de l'Afrique. Donc, la Deuxième Guerre mondiale, c'est une guerre d'expansion territoriale. Et l'ONU, qui est créée pour empêcher qu'une telle catastrophe ne se reproduise, sachant que la SDN n'avait pas empêché que ça se reproduise, puisque 1918-1919, très exactement 20 ans plus tard, c'est reparti, c'est la deuxième manche. Je pense que c'est la troisième manche aujourd'hui, de la même progression. C'est-à-dire, troisième manche, aujourd'hui on n'est pas dans une guerre mondiale, non? Oui, non, je pense qu'on est, nous sommes dans la troisième guerre mondiale, nous y sommes déjà. C'est-à-dire, concrètement? Oui, alors là, c'est amusant que vous me disiez ça, parce qu'il y a quelque chose que, d'ailleurs, les Français ne comprennent pas. On appelle la Deuxième Guerre mondiale, en France, la drôle de guerre. Ah, pourquoi? Tout simplement parce qu'on parle de la guerre de 39-45, mais les troupes françaises ne se sont battues qu'en 40. C'est-à-dire que pendant quasiment un an et demi, la guerre a été déclarée, mais il n'y avait pas de combat. On peut être en guerre
et ne pas le savoir. Mais donc là, aujourd'hui, on serait en Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale serait déclarée. Oui, pour moi, la Troisième Guerre mondiale, nous sommes en plein dedans. Elle a été déclarée par qui, alors ? Elle a été imaginée et fomentée par les mêmes intérêts que les guerres précédentes. C'est-à-dire un accaparement de richesses et l'exercice de pouvoirs qui sont normalement régaliens par des individus bien organisés et qui ont la puissance de décision d'État. Les intérêts financiers, certains domaines, par exemple la santé, l'armement, le gars qui est capable dans son garage de faire des missiles hypersoniques, il pèse dans le village, et même dans le pays, peut-être même dans le continent, et peut-être même sur la planète. Donc ça montre bien que certains intérêts et certaines puissances entre les mains d'individus peuvent provoquer des guerres. Voilà, c'est l'intérêt. Et attention, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Il y a des guerres justes. Voilà, il y a des guerres justes. Il y a des guerres injustes et des guerres justes. Mais si on revient à la création de l'ONU, avec cette envie de décoloniser en fait des territoires conquis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On est de nouveau dans la conquête de territoires, ou est-ce que on est juste dans l'asservissement de population ? Sortant d'un carnage de plusieurs dizaines de millions de personnes, il n'a fait interrogation à aucun juriste de l'époque que d'aller essayer ces nouvelles armes chez le voisin n'était pas facteur de paix. C'était un facteur de conquête territoriale, de colonisation, et encore faut-il définir ce qu'est la colonisation. Moi je considère par exemple que l'État français et la France est un État qui est resté colonial. On parle de post-colonial ou de post-colonialisme ou de néocolonialisme. Je parle également de crypto-colonialisme. C'est-à-dire qu'il y a des colonialismes qui ne disent pas leur nom. Voilà. Donc il y a différents types, mais le principe, c'est l'arasement des particularités d'un peuple, d'une région, dont s'accapare une puissance étrangère au moyen d'un dispositif dont une des composantes est militaire. Il n'est pas possible d'aller voler le territoire ou les richesses d'un voisin et tolérer qu'on puisse aller voler les territoires et être une organisation de paix. Ça allait ensemble. Alors, comme les États qui avaient été colonisés, c'est-à-dire qui étaient préexistants, ont retrouvé leur souveraineté, en revanche, ceux qui n'étaient pas constitués en État, on a été obligé de faire jouer une autre notion qui est le principe d'autodétermination des peuples. Toutes les voitures sont des véhicules, mais tous les véhicules ne sont pas des voitures. Pareil pour le droit international, on doit appréhender les concepts à l'aune de l'état en question et de l'époque que l'on étudie. Sinon, ça va devenir trop compliqué. Ça va devenir compliqué. Si la complexité est une bouillabaisse
de choses très, très simples à comprendre. C'est simple, mais complexe. Si jamais on embrouille, alors ça devient compliqué. Et c'est inextricable. Mais alors cette décolonisation, elle a eu lieu, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, un des organes de l'ONU était chargé de décoloniser les territoires devant l'être. Le travail étant terminé, on ne parle plus de décolonisation. On parle d'autodétermination. L'exemple, le contre-exemple, le cas singulier que je connais bien, c'est celui de la Savoie, qui est un problème de décolonisation pure et simple. Et de décolonisation obligatoire et découlant par une application plein texte de la charte de l'ONU et du traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale sur le secteur européen, c'est-à-dire le traité de Turin du 10 février 1947, dont l'article 44 permet à la Libye d'être décolonisée, mais ne permet pas à la Savoie de l'être, alors que la Savoie était un État constitué pendant des siècles avant que d'être annexé tardivement, finalement en 1860, c'est milieu du 19e siècle. Donc c'est le Second Empire. La Savoie a vécu pendant des siècles en État indépendant, avec une armée, avec des traités internationaux avec quasiment tous les pays d'Europe. Donc on a un cas de décolonisation. Hein. Mais qu'est-ce qu'on met sous le mot colonisation ? Si on met le terme juridique, alors je suis précis, oui, la Savoie doit être décolonisée, mais il n'y a plus d'autres tellement d'endroits où on pourrait parler de décolonisation. Mais est-ce que les Savoisiens vont par autodétermination dire oui, on veut être décolonisé? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont dire non, mais finalement, l'envahisseur nous va bien? Comme le canton de Vaud en Suisse, où quand même pendant 2 siècles, il y avait un envahisseur et l'envahi se faisait une raison finalement. Ils disaient ah ben c'est bien, ils font le travail sur la même place. Je dirais que les Savoyards, comme tous les peuples du monde, sont des gens qui réfléchissent et qui vont là où les portent leurs intérêts. Voilà. Simplement, un peuple, c'est facile de l'intéresser à des choses inintéressantes. Il y a des choses très intéressantes dont les peuples sont détournés. Vous avez une statue, par exemple, en Suisse, qui est très intéressante. Ah oui, le fameux ogre de Berne, c'est ça? Oui. J'aime beaucoup rappeler que la Suisse, qui est un pays honorable, un pays exemplaire, un pays inspirant les différents systèmes démocratiques dans le monde, qui s'en réclament et qui s'y réfèrent, a une curieuse façon de maintenir en place non pas un petit angelot qui pisse comme en Belgique, encore que le côté zizi qui est exposé en place publique en Belgique. Il y a quand même des affaires de pédocriminalité qui ont émaillé l'histoire récente de la Belgique, de la France, de la Suisse, et c'est amusant que des symboles étonnants soient maintenus sans que... Surtout qu'à l'époque, c'était une communication publique, finalement. Ces statues, ces œuvres d'art qui étaient exposées comme ça en pleine rue, c'était... Il n'y avait pas le cinéma à l'époque, il n'y avait pas forcément le théâtre, il n'y avait pas forcément les mêmes outils de communication de masse qu'on a maintenant. Oui, il faut se méfier parce que on peut ériger une œuvre d'art qui, à un moment donné, a une certaine signification, mais dont on sait qu'avec le temps, cette signification s'érodera et qu'il restera l'objet. Je soupçonne
l'œuvre en question d'être de cette nature-là. C'est-à-dire d'avoir été sur le moment érigé comme une espèce de... Comment on appelle ça, de foyer d'infection, de fixation. Un gars qui a une infection est susceptible de voir s'améliorer sa santé parce qu'il va y avoir une fixation de l'infection dans le panari, par exemple. Donc on a une réaction ponctuelle, on exorcise d'une certaine manière une peur ou une affaire, on l'exorcise. Ensuite, la crise s'apaise, reste le symbole qui a été érigé comme un exorcisme, mais va rester comme la preuve que certaines pratiques peuvent perdurer et susciter l'imaginaire. Et c'est vrai que cette statue-là en particulier, on ne connaît pas bien l'origine, on ne connaît pas bien la volonté d'expression derrière l'œuvre qui a été réalisée par un sculpteur à l'époque. Tout ça, c'est rentré dans le domaine du culturel, de l'art, au sens large, en oubliant finalement le message. De pédophilie, qui est attirée par les enfants. Oui, mais là, c'est carrément le repas. Ne pas confondre la pédophilie philosophique avec la pédophilie juridique, et ne pas confondre juridiquement la pédophilie avec la pédocriminalité. Voilà, c'est des notions qui ne sont pas compliquées à distinguer, mais c'est complexe dans l'organisation. Et il est évident qu'un pédocriminel est pédophile. Sinon, il ne serait pas pédocriminel. et quelqu'un qui est pédophile au sens criminel, enfin au sens juridique du terme, c'est forcément quelqu'un qui aime bien les enfants. Il les aime un peu trop. C'est une question, là encore, de terminologie. Mais il faut aborder le sujet. Alors justement, Brigitte Macron, quand elle a connu Emmanuel Macron, toute cette omerta autour de l'âge du jeune président, qui n'était pas du tout encore président, qui était élève à l'époque, est-ce que là on est dans la pédophilie? Est-ce que on est ailleurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais choquer. Je vais choquer obligatoirement. Il y a eu plusieurs affaires en France de professeurs qui étaient tombés amoureuses ou amoureux de leurs élèves. Il y a eu des affaires également d'élèves tombés amoureux de leurs professeurs. C'est quelque chose qui en France a existé. Je suppose qu'en Suisse également, je pense que dans tous les pays, le rapport qui existe entre l'élève et son maître est un échange, est un amour, et il peut y avoir des dérapages de part et d'autre. Quand on admire son professeur et qu'on est un ado, on peut avoir une attirance physique pour celui qui est chargé de votre enseignement. Inversement, lorsque vous avez un élève ou une élève particulièrement brillante ou particulièrement accord, eh bien, vous pouvez voir naître en vous des sentiments qui sont d'une nature qui n'a rien à voir avec l'enseignement. Voilà. Peut y avoir cette dérive peut être faite dans un bon état d'esprit ou dans un mauvais état d'esprit. Je pense que c'est les risques du métier pour n'importe quel professeur qui se donne vraiment et qui met son cœur,
qui essaye de donner le maximum d'informations à ses élèves, il y a un risque que parmi ces élèves, certains développent une attirance. Et je pense que l'enseignement est la satisfaction de voir qu'on a fait comprendre, qu'on a fait progresser des gens pour lesquels on consacre sa vie. Ça peut générer intrinsèquement des situations très compliquées pour un professeur qui constate que son élève a des sentiments ou qui découvre qu'il a des sentiments. Mais est-ce que c'était vraiment le cas dans le cas des Macron? C'est l'élève qui a initié la relation ou bien je pense que cette affaire dans laquelle vraiment on plonge Brigitte Macron nétrogneux et qu'on lui remet à la face cette histoire est un peu injuste. En ce sens que ils s'aiment, ils se sont mariés, et dans la première émission, je citais de tête le beau poème de Victor Hugo, Océanonox. À la fin, quasiment à la fin, le temps qui sur toute ombre en jette une plus sombre, sur le sombre océan jettera le sombre oubli. Ça se termine comme ça. Bon, je suis pour la prescription. Je suis pour l'effet accordé par le droit au temps et aux circonstances. Je ne tiendrai pas ce langage concernant le couple Macron s'il ne s'était pas marié. C'est-à-dire que ce n'est pas une circonstance atténuante, mais c'est une circonstance obligatoirement à prendre en considération. Voilà. S'il y a eu faute, et vraisemblablement il y a eu faute, s'il y a eu infraction juridique, et incontestablement il y en a eu une, le temps a passé et ils se sont mariés. Ce n'est pas là-dessus que je viendrai les chercher. Alors, quelle est la problématique? On sait que Emmanuel Macron a quand même un penchant pour les hommes. On l'a vu dans ses soirées, ses fêtes à l'Élysée, où il y avait beaucoup d'hommes à torse nu, où il était quand même très tactile comme ça avec ses personnages. On sent qu'il y a une certaine... et puis il y a toute cette affaire Jean-Michel Trogneux, qui est récemment apparue, qui supposerait que Brigitte en fait n'est pas forcément née femme. Maintenant elle veut apporter des preuves de ça, mais voilà, où est-ce qu'on en est dans tout ça? Quel est le problème derrière tout ça réellement? Il y a un grand malaise, à savoir, y aurait-il eu mensonge dans le fait de ne pas révéler une transsexualité? Mais justement, elle ne doit pas forcément se révéler, la transsexualité. La loi française permet un changement de sexe. Voilà. Et dans les dispositions de la loi, il y a modification de l'état civil. Voilà. Il est normal que... Alors, il est normal, oh là, je vais voir se lever tous les standards de la morale. Souvent, un exemple est meilleur pour faire passer un exemple. Moi, j'ai été l'avocat de différents candidats aux opérations de transsexualité. D'abord, quand on parle des transsexuels, non, il y a différents cas de figure. Il y a différentes problématiques. Voilà, déjà. Et prenons un exemple qui m'avait frappé. Voilà un garçon qui est de taille très
très petite pour le standard masculin. Il se trouve que cet enfant, il a un visage aux traits particulièrement fins. Et il va s'amuser à s'habiller, comme tous les enfants le font, avec les vêtements de l'autre sexe. Hein. On prend, les petites filles mettent le chapeau de papa et les petits garçons mettent la robe de maman. Bon, très bien. Et il se trouve que, à la fois, lorsqu'il est homme, il est chétif, il est raillé, il est déconsidéré. En revanche, quand il se maquille et qu'il s'habille en fille, ce petit garçon est le clou du spectacle, le clou de la soirée, etc. Et très rapidement, il s'appelait... elle s'appelait Gisèle. Et elle m'expliquait, une personne transsexuelle, vous n'avez pas du tout envie de l'appeler monsieur si c'est une femme. Vraiment pas. Ça ne vient même pas à l'idée. Hein. Il m'expliquait que si il était dans son identité masculine, il n'avait aucune place dans la société et qu'il était raillé de toutes parts parce qu'il ne correspondait pas aux standards d'un homme. Glabre et avec des formes féminines. Voilà. Et donc il choisit d'être femme parce qu'il est femme. Il n'est pas homme. Lorsqu'il est homme, il n'est pas heureux. Il est heureux, son identité est d'être une femme. Et son problème, c'est qu'évidemment, il attirait les hommes. Et il fallait, à un moment donné, révéler à l'homme qui tombait amoureux de cette femme, lui avouer qu'il était un homme. Voilà un témoignage que je fais face caméra. Attention, quand on parle de la transsexualité, parlons des choses humaines, ce qui se passe derrière. C'est pas les transsexuels. Ça veut rien dire. Et la cause transsexuelle est une noble cause que j'ai eu l'honneur de défendre, et c'est très important de le comprendre. Et donc, où est le problème ? Elle était à un moment donné obligée d'avouer qu'elle était un homme. Et elle le cachait. Voilà. Et comment est-ce possible d'être en concubinage pendant plusieurs années avec un autre homme qui ne découvre pas que vous êtes une femme? Ça, je le fais le témoignage direct. C'est-à-dire que c'est extrêmement triste. C'est un drame psychologique, humain, il faut comprendre de quoi il s'agit, et je peux vous garantir que je suis heureux de partager avec vos internautes ce témoignage, parce que là, on comprend le problème. Voilà. Ce n'est pas compliqué, mais c'est complexe. Voilà. Mais là... De dire je suis une femme, je suis un homme, c'est pas compliqué, mais c'est complexe. De l'être. D'être un homme, d'être une femme, c'est complexe. Et là, en 2025, je veux dire, pour des adultes, en plus consentants, finalement, il n'y a plus vraiment de barrière à tout ça. Quelle est la problématique de personnes à la tête d'un État qui n'auraient pas forcément tout révélé, mais qui finalement n'ont rien à révéler, parce qu'il y a eu changement d'état civil, finalement, c'est plus ou moins définitif. Donc, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de... On tourne une page. En aucun cas, l'identité sexuelle ne doit être déterminante dans le choix du recrutement des personnes détenant un pouvoir. Par exemple, la diplomatie française, elle nous explique que d'un recrutement objectif,
on est passé à un recrutement objectivé. Oh, très intéressant d'un point de vue juridique. Alors, c'est-à-dire, il y a un candidat à un poste, on ne va pas prendre le meilleur selon les critères, on va objectiver. C'est-à-dire que, par exemple, si il serait intéressant qu'il soit homosexuel, on va doter le poste d'un fonctionnaire ou d'un ministre ou d'un envoyé en fonction de sa connotation sexuelle. Ça ne me dérange absolument pas que le Premier ministre soit homosexuel. Ça me dérange qu'il le déclare. Ça ne me dérange pas qu'il le déclare en disant je suis homosexuel et je suis le premier ministre qui le déclare publiquement. C'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que justement la cause homosexuelle mériterait que ne soit pas réduit aux qualités individuelles d'un individu qui réussit en étant 30 ans à être le plus jeune Premier ministre de la France, qu'il choisisse ce moment pour en faire un tribune de l'homosexualité me catastrophie pour les homosexuels. Donc je ne suis pas homophobe. mais précisément parce que je ne suis pas homophobe et je ne suis pas homosexuel. Et je déplore, pour les homosexuels, je déplore de ne pas l'être, puisque visiblement, ils y trouvent un intérêt et des plaisirs qui me sont étrangers et qui ne m'intéressent pas et qui ne m'attirent pas. Donc j'avoue ne pas être homosexuel, mais j'avoue que la cause homosexuelle est une cause noble et juste, parce que alors, trouvez-moi une période de l'humanité dans laquelle il n'y avait pas d'homosexualité. Durant la Rome antique, c'était pas homosexuel. Pendant toutes les périodes de l'histoire du monde, l'homosexualité n'est pas un sujet de conversation. Bon, non, c'est un sujet de conversation, c'est un sujet de préoccupation. Et en 2025, je pense qu'il serait utile d'être de ceux qui vont rendre simple la solution. Mais là, une Brigitte Macron, un Emmanuel Macron, ils s'enfoncent un petit peu en attaquant tous azimuts, en voulant nier peut-être certaines choses qui ne devraient pas forcément être niées. Est-ce que là, on n'est pas... tu es au cœur de l'affaire, hein, donc je me permets de te questionner un petit peu là-dessus, parce que finalement, il y a des lanceurs d'alerte, ou des lanceuses d'alerte en l'occurrence, et puis finalement qui sont attaqués, menés en justice, et tout ça ne fait pas vraiment avancer quoi que ce soit. Il y a une affaire dans l'affaire de l'affaire. Monsieur Charles Pasqua, qui était un habitué des affaires tordues, disait que pour diluer une affaire compliquée, il suffisait de créer une affaire dans l'affaire, puis une affaire dans l'affaire de l'affaire, et que lorsque plus personne n'y comprendrait rien, l'affaire serait classée de cette manière astucieuse. Donc là, c'est pour noyer le poisson, alors. Ah oui. Oui. L'affaire Brigitte Macron, elle est à plusieurs niveaux. L'affaire Brigitte Macron, c'est l'affaire Natacha Ray. D'accord ? C'est-à-dire, c'est l'attaque d'une journaliste sur des informations qu'elle diffuse dans le public. Une émission qu'elle fait sur Internet avec Amandine, comment elle s'appelait ? Bref, l'autre poursuivi. Qu'elle m'excuse, hein, j'aime pas oublier les noms. Bref, elles sont poursuivies pour des propos qu'elles n'ont pas tenus. Le PV d'huissier qui relate exactement les propos qui ont été tenus pendant cette émission, on ne retrouve pas
ces mots dans l'acte introductif par lequel la justice saisit de poursuites à l'encontre de... Et donc ça, c'est pour noyer l'affaire? Oui, c'était pour créer une affaire dans l'affaire. Et ça a marché, puisqu'elles ont été dans un premier temps condamnées. Elles ont été dans un premier temps condamnées pour des propos qu'elles n'avaient pas tenus finalement. Et la question de savoir si les propos qui leur auraient été reprochés étaient de nature diffamatoire ou pas devenait accessoire, puisqu'il y avait une défense des accusés sous un angle qui n'était pas celui dans lequel elles avaient diffusé leurs informations. C'était une manière finalement de mettre dans la bouche de victimes expiatoires qui allaient être condamnées des propos, tous les propos que l'on ne voulait pas retrouver dans les autres bouches. Je prends quelqu'un, non seulement je vais lui reprocher ce qu'il a dit, mais je vais lui reprocher ce qu'il n'a pas dit. Je vais rajouter à tout ce qu'il a dit des phrases qu'il n'a pas dites, et à la fin, j'aurai un jugement de condamnation de toutes les phrases, celles qu'il a dites et celles qu'il n'a pas dites. Et pousser pour faire une affaire dans l'affaire de l'affaire, c'est pire que ça. Je vais poursuivre quelqu'un en sachant très bien que je ne le poursuis pas pour ce qu'il a dit, mais pour ce qu'il n'a pas dit, parce que je compte sur la peur des magistrats français de déplaire au roi. Je rappelle quand même que la France, les nominations de magistrats dépendent du... Et les carrières, ce sont des fonctionnaires. Donc ils ne sont pas élus, les magistrats. Donc lorsque vous imaginez, vous, monsieur Pahu, vous soyez un magistrat qui doit débouter la première dame de France, puisqu'on l'appelle comme ça, avec son mari qui va se joindre à elle pour faire rebondir le dossier à l'international aux États-Unis, ce qui est une très mauvaise idée que des juristes totalement inconscients du droit international ont embarqué le couple présidentiel. L'affaire Candace Owens est une catastrophe pour la France. Une catastrophe. C'est ça. Est-ce qu'un État, finalement, peut se permettre tout? Là, on a parlé aussi de lanceurs d'alerte. Donc, j'ai été le premier à demander qui va payer. Parce que la justice américaine est très chère. Les avocats sont très chers, les investigations sont très chères, les enjeux et les condamnations peuvent être énormes en matière de diffamation. Et là, on a une affaire qui est unique en son genre, qui va passionner les Américains, très friands d'histoires de cette nature-là. On se souvient des frasques sexuelles des Clinton. Voilà. C'est un sujet vendeur aux États-Unis. Moins en France, finalement. En France, la vie privée des hommes politiques. Et puis si on commence à déterrer les débauches et dérives et des pratiques sexuelles de nos présidents, on peut avoir des mauvaises surprises. Voilà, donc en France, on a cloisonné. Et ce décloisonnement me semble très dangereux, d'ailleurs d'un point de vue juridique. On n'a pas à mettre du sexe dans le droit. Le droit, c'est pas une... Oui, il y a quand même la protection de l'enfance, il y a quand même, disons, différents éléments. Mais c'est sûr que là... Non, je veux dire, quand je dis on n'a pas qu'on ne se mévrenne pas, oui, la sexualité est un domaine qui doit être extrêmement réglementé. D'accord. Extrêmement réglementé. Maintenant, le droit ne doit pas être sexuel. C'est-à-dire,
le droit est bon parce qu'il est homosexuel, ou il est bon parce qu'il est hétérosexuel. Le droit n'a pas à être hétérosexuel, homosexuel ou que sais-je. Le droit, c'est le droit. La sexualité, c'est une activité humaine. Le mélange du droit et du sexe, je suis législateur, je vais pouvoir faire la loi parce que je suis homosexuel et que la communauté gay va voter pour moi. On ne va pas voter pour moi parce que je suis quelqu'un qui a des bonnes idées pour organiser la société. On va voter pour moi parce que j'ai des copains qui ont des pratiques sexuelles correspondantes aux miennes. Alors, c'est intéressant, hein. Ah bon, parce que en politique, il n'y a jamais eu de sexe. Ah bon, la promotion canapé et les faveurs accordées à des hommes politiques ou à des femmes politiques ou à des contribuables ou à des justiciables, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu de rapport sexuel dans les rapports humains et dans la société. Bien sûr que si. Maintenant la promotion canapé entre homosexuels, elle est aussi déplorable que la promotion canapé hétérosexuelle. Il y a des viols, hein. Il y a des viols homosexuels, hétérosexuels, justement, précisément, parce que le droit et le sexe, normalement, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Il n'y a pas de... Bah oui, en tout cas, c'est les droits des hommes et les droits des femmes doivent être les mêmes. Hein, voilà. Maintenant, il ne faut pas différencier et accorder plus de droits à un sexe qu'à un autre, plus de protection à un sexe qu'à un autre. Prétendre que le droit doit s'appuyer sur une supériorité d'un particularisme singulier. Non, ça, c'est très mauvais. Voilà. Pas de mélange entre les adultes et les enfants, de grâce. De grâce. Et qu'on ne s'éloigne pas de ce fil d'Ariane. D'accord ? Les enfants sont purs et doivent être préservés de tout jeu pour adultes. Là, aujourd'hui, en Suisse, en tout cas, on en est à l'adoption pour tous. Hein. Un couple homosexuel, 2 hommes ou 2 femmes peuvent aujourd'hui adopter un enfant et le faire grandir dans sa propre famille. Maintenant, on n'appelle plus papa et maman, on dit parent 1 et parent 2. Donc, il y a quand même des choses... C'est une dérive. Mais attention, parce que ce n'est pas parce qu'un enfant est élevé par un papa et une maman que c'est une garantie que ça va bien se passer. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'il va être élevé par 2 femmes ou par 2 hommes que ça va obligatoirement mal se passer. Ce n'est pas compliqué, mais c'est complexe. Pour terminer ce 2e épisode, est-ce que on parle juste des lanceurs d'alerte ? On a une nouvelle loi qui est sortie en 2022. On a une problématique aujourd'hui. Toi, tu as été, donc Natacha Ray était quelque part un peu lanceuse d'alerte en tant que journaliste. Ah bah là, on va toi, tu as été lanceur d'alerte ? L'avocat officiel de Natacha Ray, c'est François d'Angléan. François d'Angléan, avocat ayant le record des décision de radiation et de rétablissement par la Cour de cassation. Bon, il est engagé dans des affaires délicates et il se retrouve à défendre Natacha Ray. C'est un avocat qui va subir des pressions au moment où je parle, en dépit de toute logique et en violation de
multiples règles de droit et de procédure, il est privé d'élever son enfant. Donc on lui a retiré son enfant, c'est ça? Il est placé. Et ça, c'est une mesure de rétorsion suite à son engagement par rapport. Incontestablement. Il en fait la démonstration régulièrement. Et de plus en plus, les magistrats sont obligés d'écouter les évidences qu'il leur présente. Et les dernières décisions favorables qu'il a obtenues pour Natacha Ray ont quelque peu redoré son blason. Parce que c'est ça l'histoire. Mais là, on est face à un État omnipotent qui peut se permettre d'agir par des voies détournées pour faire des pressions sur finalement le bouclier d'une personne qui doit se défendre. C'est extrêmement grave. Le public ne peut être informé que par les journalistes. Si les journalistes ne sont pas protégés, alors il faut que la loi les protège. Mais pour que la loi les protège, il faut qu'ils aient des avocats. Avocats qui sont eux-mêmes protégés par la loi. Mais si les avocats ne sont pas protégés par la loi, si les avocats de journalistes ne sont pas protégés par la loi, si les enfants des avocats de journalistes ne sont pas protégés, et si les journalistes qui s'attaquent à des affaires d'État entraînent avec eux la disparition de la protection de leur statut de journaliste, du statut d'avocat de leurs avocats et du statut d'enfant de leurs avocats. Alors là, on est rentré dans une terre juridique inconnue dans laquelle je mets en garde tout le monde. Si jamais on tolère qu'un État menace les avocats et les enfants des avocats qui sont engagés dans des affaires d'État et protègent notamment des lanceurs d'alerte et des journalistes, si jamais on commence à mettre un doigt dans cet engrenage-là, alors on va y perdre la clavicule. C'est obligé. On va se faire arracher les bras. C'est obligé. On est obligé. Tout le monde doit se mobiliser. 76 000 avocats en France. Où sont les aides apportées à François d'Angléan? Mais alors, contre un État, finalement, qui lui-même devrait protéger ses lanceurs d'alerte, mais qui est la victime du lanceur d'alerte, il n'y a rien à faire. Ah bah si, il y a à faire. Alors donc là, on va s'amuser un petit peu. Alors moi, j'ai décidé de faire quelque chose. Je vais saisir la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg sur le fondement d'une violation de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. Ah, tiens, petit cours de droit. Ne pas confondre la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme, avec la CEDH, telle qu'on en parle souvent, qui est la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a une confusion qui est volontaire. Pour ne pas faire de confusion entre le tribunal et la convention appliquée par le tribunal, eh bien, il faut se souvenir que la convention, c'est la convention de sauvegarde, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si on prend le titre entier. Donc c'est la CESDH-LF. Évidemment, c'est moins sexy que CEDH, mais ça évite les confusions. Ce n'est pas compliqué, mais c'est complexe. La convention est appliquée par le tribunal, par la Cour, et ne pas confondre la Cour européenne avec la Convention de sauvegarde. Mais donc c'est cette jurisprudence qu'il faut saisir, puisque finalement c'est ce qui est supranational. Voilà, la Convention de sauvegarde liste les droits fondamentaux auxquels les États s'engagent de les sauvegarder. Ça ne crée pas un droit individuel, ça crée une obligation collective pour les États signataires de la Convention européenne de sauvegarde, qui d'ailleurs s'appelle européenne, mais est signée par un certain nombre d'États dans le monde, puisque la Convention, c'est une convention internationale qui n'est pas uniquement réservée aux membres de l'Union européenne. La Turquie, par exemple, est signataire. Bon. Et donc,
l'article 2 de cette convention, c'est le droit à la vie. D'accord ? À partir du moment où des avocats sont menacés de mort, ça a été mon cas, ça a été le cas de François d'Angléan, c'est le cas, pour ne citer que, de Ripper ou de Juan Branco, d'accord ? Et j'en passe d'autres, hein. Un certain nombre d'avocats ont été menacés de mort. Menacés de mort par qui ? Menacés de mort par qui ? C'est ça, là, en plus de ça, c'est pas juste une personne qui menace de mort, là, c'est un État qui menace. Alors, Fabrice Bonnat, ai décidé de saisir la Cour européenne en vertu d'une disposition très exceptionnelle, qui est l'article 39, avec des demandes de mesures provisoires. Voilà, donc saisine d'un avocat, certainement 2, certainement 3, certainement 4 et certainement davantage, hein, puisque cette émission va innover. Je dis qu'il y a un avocat français, moi en l'occurrence, qui va saisir la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de la violation de l'article 2. Moi, je suis désolé, avocat de l'administration centrale, à partir du moment où je déclare quelque chose qui dérange certains intérêts, on commence à me fournir, à diligenter à mon encontre ce que récemment le droit européen a quand même fini par admettre, à savoir l'existence de procédures bâillons. Hein, la justice est un moyen de bâillonner les gens, leur faire perdre du temps, leur faire perdre de l'énergie, les faire douter, leur faire dépenser des sous et de perdre leur réputation, et tout ça pour les bâillonner. Voilà. Donc les procédures bâillons, ça suffit à l'encontre des avocats. Voilà. Moi j'ai été bâillonné, j'ai attendu 20 ans qu'une loi vienne me protéger les lanceurs d'alerte. Moi j'ai lancé l'alerte sur le fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en droit international et qu'on ne peut pas se torcher avec un arrêt de règlement rendu par la plus haute juridiction du monde au profit de la Confédération helvétique. Hein, on peut l'oublier, mai 32, c'est loin, gna gna gna. Oui, mais il n'empêche que le droit international ne concerne pas qu'un État, il concerne tous les États. L'équilibre des forces et l'équilibre des diplomaties, et tout le monde est impliqué. Il n'y a pas de distinguo entre les différents systèmes juridiques. Ils sont intriqués les uns dans les autres. S'il y en a un qui part de travers, tous les autres partent de travers. Mais cette saisine donc auprès de la CEDH. Alors, double particularité. D'abord, parce que généralement, quand on saisit par article 39, c'est pas urgence, mesures provisoires, etc. Donc déjà une première singularité. Deuxième singularité, quand on invoque une violation de l'article 2, c'est-à-dire le droit à la vie, les États se sont engagés à sauvegarder le droit à la vie de leurs citoyens. Bon, très bien. Généralement, quand on fait ça, c'est dans des domaines, par exemple, d'expulsion d'étrangers. Le type saisit la Cour européenne en disant « mais vous vous rendez compte, risque d'atteinte à ma vie si on me renvoie en Afghanistan, etc. » D'ailleurs, la jurisprudence, après avoir été très longtemps très hostile à tout ce qui pouvait menacer la vie des citoyens, commence à le tolérer, une espèce de glissement du droit international. Il y a encore quelques années, on n'imaginait pas possible de balancer des bombes sur des enfants en train d'être allaités par leur mère, sous prétexte que dans le lit d'à côté, il y a un combattant du Hamas. Je suis absolument persuadé que dans les hôpitaux, il y a des crapules qui se font soigner. Mais si on commence à balancer des bombes sur les hôpitaux, sous prétexte que certains combattants ne sont pas des enfants de cœur, loin s'en faut, et si ça justifie que l'on tue des innocents et des enfants à côté de combattants qui méritent effectivement de ne
continuer à nuire et à tuer, il n'empêche que ça ne justifie pas. On a un glissement qui est inadmissible. Alors, je saisis la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 39, d'une violation de l'article 2, avec une particularité. C'est que ce qui saisit la Cour, c'est des avocats qui ne sont pas menacés de mort ex nihilo, ils sont menacés de mort par leur propre État. Parce que François d'Angléan est engagé dans des procédures contre le couple Macron, il est menacé de mort professionnelle, il est menacé de mort physique, il est menacé de mort familiale. Donc là, on a une particularité, c'est que généralement, la Cour est saisie d'une demande de protection par un État, d'une menace que l'État a insuffisamment pris en compte, et la Cour va obliger l'État à sauvegarder le droit à la vie de son contribuable. Mais là, c'est l'État qui menace. Là, c'est l'État français qui menace ses propres avocats. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, là, ce que j'ai trouvé comme idée, c'est que les mesures provisoires, on est en droit international, on a vraiment le droit de demander ce qu'on veut, et les cours internationales ont l'habitude de jouer avec les différents systèmes et de tolérer des innovations parce qu'ils peuvent se permettre en tant que juridiction internationale. Je souhaite que les avocats qui sont menacés de mort parce qu'ils sont impliqués dans des affaires d'État, à un moment où la Ve République est en très grande difficulté et où les affaires d'État se multiplient vraiment de manière inquiétante, que ces avocats soient mis sous la protection de l'armée et non pas des services de police, de gendarmerie dépendant directement du ministère de l'Intérieur. Je rappelle que l'armée française est au service du peuple pour sa protection et absolument pas pour la protection et la défense des intérêts des dirigeants. Voilà. Donc ça, c'est le moyen finalement de s'assurer que l'État voyou ne puisse pas être voyou une deuxième fois en ne protégeant pas suffisamment les lanceurs d'alerte. Si j'ai porté un gilet pare-balles, vous l'avez rappelé, ce n'était pas pour protéger ma vie. C'est pas pour ça que je portais un gilet pare-balles. Un gilet pare-balles, c'est une protection relative. Alors, quelle était la raison de ce port pendant plusieurs années, quand même ? Parce que si vous avez déjà vu quelqu'un se suicider avec son gilet pare-balles ? Voilà, c'est pour ça. On va terminer cet épisode là-dessus parce que je crois qu'on apprend beaucoup de choses avec Maître Fabrice Bodard qui est ici avec moi. On a plusieurs épisodes, hein, ça c'est le deuxième. Et puis on va continuer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Voilà. Je ne sais pas combien d'épisodes ça va faire en tout, mais je vous conseille vraiment, si vous êtes à l'écoute, de continuer à écouter Maître Fabrice Bodard parce qu'il y a encore énormément de choses, il y a énormément de scoops, énormément d'idées et surtout il y a des solutions. Voilà, on va essayer d'être une mieuse à idées et à espoir. Voilà, c'est ma volonté et mon souhait pour le 3e épisode. Merci Fabrice. Je vous en prie.